RDS et Valcourt présente le petit paquet. Pendant que Stéphane arrange son fil et que Mathieu groove. Merci Dan Jobin, encore une fois. C'est lui le compositeur de cette pièce-là. On ne remerciera jamais assez. Effectivement, merci à Dan. Là, on est c'est un peu awkward parce que c'est Guillaume qui est à la console aujourd'hui. Fait que là, on ne sait pas trop si là, on parle dans le vide parce qu'il va falloir recommencer. Est-ce que l'enregistrement vidéo fonctionne? Est-ce que le serveur a été activé? Toutes des questions qu'on n'a pas les réponses dans même. Fait qu'on va, on va faire une couple de minutes de smoke talk, mettons, avant de tomber dans le gros du sujet, juste au cas où qu'on n'ait pas à répéter nos contenus. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Bon déjeuner un matin. J'aime bien mon beurre de pinot avec ma confiture. Ouais, on approche l'été. Là. Il annonce la petite pluie tantôt. Oui, c'est vrai. J'ai pas amené mon parapluie. Parlant de pluie, là, il mouille à la WWE. C'est Stomping Ground en fin de semaine. C'était pas un lien. Non, mais peut-être il faut mettre des bottes de pluie. C'est pour ça aller stomper les grounds. J'ai déjà sorti avec une fille du lac comme toi. Elle appelait ça des bottes à tuyaux. Est-ce que tu peux comme valider l'authenticité de cette expression-là? Ouais. Il y a du monde qui dit ça. Ouais. OK. Mais sur Facebook, c'est le lac Saint-Jean de la semaine, est-ce que des bottes à tuyaux? C'est pas des bottes à tuyaux. Stomping Grounds. Là, je suis vraiment à la recherche de mes souvenirs. Des bottes à tuyaux. Pas de tuyau, là. Tuyau. Tuyau. Mais ça, cette utilisation-là du mot tuyau, ce son de cette manière-là, prononcé de cette manière-là, oui. Ça c'est sûr. Les bottes à tuyaux, je m'en rappelle pas. Elle vient de Alma. T'es allé au cégep là? Non, Jean-Pierre. On dit pas allemand. Moi, j'étais à l'école, c'était peut-être ça la nuance. C'est la différence. Je l'ai rencontré à l'université. Ça veut rien dire. Ouais, mais elle était concierge à l'université, genre quelque chose, ou? Stomping Ground! Donc, Stomping Ground, ça va. C'est très difficile la vente de billets jusqu'à maintenant. Cette semaine, on annonçait il faisait 2 pour 1 pour 27$ pour 2 billets pour Stomping Ground. Selon Melzer, c'est la première fois qu'ils font ça pour un pay-per-view. Il y a vraiment beaucoup de billets disponibles. Il y a des sections fermées. Donc, ça va être ça. Le hype n'est pas très élevé sur ce show-là. Il y a plein de raisons. Bon, premièrement, les matchs, on va en parler dans quelques minutes. Il y a aussi le fait que c'est un pay-per-view avec 2 semaines de build-up. Après le Super Showdown, un moment où on sait comme pas trop... on pensait s'être sorti de cette époque-là, d'avoir des pay-per-views aux 2 semaines puis de ne pas avoir le temps d'être hype pour. Puis là, c'est encore une fois, tout est de la faute du show en Arabie Saoudite. Puis à leur défense, les pay-per-views sont souvent annoncés 6, 8, 10 mois d'avance. Donc, il y a toujours un peu de vente de billets résiduels qui se font même avant de savoir c'est quoi les combats. Tandis que là, le pay-per-view de juin avait été décalé. C'est vrai. Donc, ils ont eu en tout et partout peut-être 6 semaines de... des promotions locales, souvent juste les pubs radio, les trucs comme ça dans le marché. Ça explique aussi un peu pourquoi les billets se vendent pas, mais tu sais, mettons que tu aurais décalé un SummerSlam de 3 semaines, tu l'aurais quand même sold out probablement. Donc là, il y a un cas de... C'est un événement qu'on dirait que personne veut vraiment voir. C'est tous les rematchs de des matchs que personne voulait, sans vouloir voir la première fois, du moins... que personne n'était comme « Oh, j'ai hâte d'en avoir un autre de ça. » Il n'y a rien d'excitant. Il y a certains matchs, j'imagine, qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. Cela dit, on n'a pas regardé le gala, fait qu'il n'y a pas de redite. En fait, j'ai l'impression que la majorité des fans de la WWE n'ont pas regardé ce gala-là. On n'a jamais de chiffres d'écoute, de statistiques par rapport à ce qui est diffusé sur le network. Donc ça, à la limite, c'est moins dramatique, mais en fait, ça a l'air d'un Raw, essentiellement, ou ça a l'air d'un SmackDown. Il n'y a rien qui s'annonce pour être majeur. Il n'y a aucune stipulation qui rajoute vraiment un petit peu de piquant. Bon, il y a un match en cage, mais bon, justement, des matchs en cage, on en voit à pelleter. Il n'y a pas un 2-2-3 quelque part dans la carte aussi, il me semble. Un 2-2-3, je ne sais pas, il y en a eu pas mal cette semaine, des 2-2-3. Normalement, ils préparent le terrain pour justement le gala du dimanche. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Bon, j'ai halluciné ça. Donc c'est ça, beaucoup de redites. Encore une fois, c'est SmackDown. C'est ça. On s'ennuie dessus de la belle époque de Great Balls of Fire. Là au moins, il y avait du hype autour d'un gala, ne serait-ce qu'en raison du nom, là, Stomping Ground, c'est pas aussi évocateur. Le logo est très beau, c'est comme une courbe. Tu trouves? Non, mais tu sais, mettons que j'organiserais, je sais pas moi, un Iron Man ou un gogos du genre. C'est le genre de logo, je me disais, nice.
Puis là, on dirait que c'est comme un gaspillage d'un logo. OK, ouais. Nomme-moi un logo avec une botte de caoutchouc meilleur que ça. Je sais pas. Des bottes à tuyaux. C'est ça, des bottes à tuyaux. Non, je sais pas. Je trouve on pourrait voir ça sur genre, la vitre arrière d'un char. Là, j'ai fait comme tel événement sportif. Voici la preuve. J'ai le sticker sur mon char. Ou Don't Tread on My Lawn. Là, une affaire de même. Ouais. OK, là, on va vous ramener. Parce que quand c'est ça qu'on a à dire sur le gars-là. J'étais en train de vous écouter, puis le fixe me pogne. Écoute. Mais Raw a quand même été positif cette semaine. SmackDown un petit peu plus de la redite. Je me posais la question avec Raw, tu sais, aussi, je sais pas si c'est parce que les dernières semaines ont juste vraiment abaissé nos standards. Oui. Là, cette semaine, c'était pas table. Fait que comme, une bonne semaine pour Raw. Ça prend plus grand-chose pour faire comme, non, c'était pas si pire finalement à soir. Parce que c'est tellement... Bon, c'est encore les mêmes... personnes, ça tourne autour des mêmes affaires. Il y a encore beaucoup trop de Baron Corbin dans nos vies, mais bon, au moins cette semaine, Seth Rollins, contrairement à toutes les autres semaines, faisait pas juste se laisser marcher ses pieds. C'est défendu, a attaqué. C'était la gimmick là, de j'attaque tout le monde que tu essaies d'aller chercher comme guest referee. Puis ça a donné des moments intéressants, dont entre autres avec Eric Young qui est en train de se transformer en Bob Holly. Je sais pas si vous avez remarqué. Je n'avais pas pensé au parallèle, mais effectivement, en même temps, on le reconnaît pas, Eric Young, par rapport à son personnage de Sanity. Là, il avait comme une barbe, j'imagine. Il était pas habillé de la même manière. Pourquoi tu call up des gimmicks pour après ça complètement juste arrêter de t'en servir sur le main roster puis pas utiliser les talents? Sanity a été détruit, là, carrément. Ah oui. Eric Young, à la limite, je suis comme un peu content. C'est un vétéran, ils l'ont repackagé comme... C'est ça va être un Bob Holly. Ils vont l'utiliser une fois de temps en temps. Mais on le voit pas. Il n'y a aucune gimmick là, présentement. On s'entend. C'est qui? Non, mais il n'y a pas de gimmick, mais c'est ça. Il y a quoi? Il y a pas loin de 40 ans. Il y a une job. Regarde, c'est une bonne main dans le ring, mais il n'y aura jamais un push. Il n'y aura jamais de présence. C'était cool avec Sanity à NXT, mais encore là, quand on reprend un petit pas de recul, Sanity était un groupe. Les individus dans Sanity n'étaient pas vraiment mis à l'avant-plan. Fait qu'un coup que tu enlèves l'aspect de groupe. T'avais Nikki Cross, en fait, qui brillait le plus individuellement dans ce groupe-là. Puis c'est elle, effectivement, présentement, qui a le plus d'attention sur elle. C'est pas l'idéal, sa relation avec Alexa Bliss, mais quand même, au moins, on la voit. Quand même, moi, présentement, de la carte de Stomping Ground, c'est le match que je trouve qu'ils ont fait le meilleur effort de me hyper. Là, je suis intéressé à voir où ils vont s'en aller avec ça. Nikki dans le coin d'Alexa Bliss. Alexa Bliss puis Bayley ensemble, on s'entend, ils ont connu parmi les pires moments de l'histoire du mettons post-Divas Revolution là, sur le main roster. À chaque fois qu'il annonce cette semaine, il va avoir un moment of bliss avec Bayley. On a les dents qui grincent d'avance en disant eh boy, qu'est-ce que ça va être? Mais là, tout ce qu'ils ont fait cette semaine dans les deux shows, parce que il se finit le brand split, j'ai trouvé ça le fun. J'aime où on positionne Nikki, la manipulation qu'Alexa y fait, puis tu sais que elle a fait son match, puis quand elle se tourne, tout ce qu'elle voit, c'est Bayley en train d'attaquer sa partenaire. Fait que, tu sais, elle a raison d'être un peu fâchée avec Bayley. Fait que, tu sais, on tourne, mais en même temps, là, à SmackDown, où elle se rend compte, elle tape là, tu sais, on voit le doute dans son visage. Tout ça, moi, je trouve ça relativement intéressant. Je continue de trouver que le rôle que joue le café dans cette rivalité-là est trop important. Mais cela dit, effectivement, tu sais, j'aime. Nikki Cross, c'est quand même bizarre parce que c'est une version de son personnage qu'on n'est pas habitué de voir. Bon, elle est un petit peu plus posée. Une version plus main roster. Oui, mais on sent quand même que c'est une bombe à retardement, qu'éventuellement, j'imagine qu'elle va finir par retrouver ça. Imagine rien. Non, non, laissez-moi espérer. Mais si c'est pas évident, peinture au rouleau, là, ça arrivera pas. Non, mais il y a encore ça un peu, cette espèce d'instabilité en sous-texte dans son personnage. C'est peut-être parce que j'ai été trop habitué à la voir, justement, courir partout, que je m'imagine des choses, mais je garde espoir. Je sers à ça, là. Garder espoir, être positif. Je l'ai dit souvent, là, c'est beau ta naïveté. Oui, je sais. Ben, je m'en enorgueillis de ma naïveté. Excusez, pardon. Donc, ce combat est pour la ceinture féminine de SmackDown. Pour celle de Raw, Becky Lynch réaffronte Lacey Evans. D'ailleurs, juste petite parenthèse, pour la ceinture féminine de SmackDown, n'oublions pas qu'officiellement, Alexa Bliss est une membre du vestiaire de Raw et non pas de SmackDown. En plus. En plus. Puis, il me semble que les gros de la promo se faisaient à Raw aussi. C'est ça. On se promène. C'est pas important, ça.
C'est comme les clips shows d'une série télé. Des fois, on va repackager 3 affaires qu'on a déjà vues, puis à la fin, on va mettre un petit segment exclusif de 2 minutes. C'est une nouvelle émission! Bravo! Ouais. C'est ça, SmackDown. On a d'habitude, il y a ça dans le temps des fêtes, là, quand genre, tout le monde est en vacances. Là, c'est en plein milieu de l'été. Ça prend moins de temps à faire. Fait que t'as juste une scène à tourner, un petit job de montage. On a SmackDown Live qui ressemble un peu à ça. Donc, c'est un clip show de Raw avec d'autres titres, puis des nouvelles rivalités. Ouais. Becky contre Lacey. C'est plate. Je pense que ça va. C'est ça, cette rivalité-là n'a pas progressé, en fait, depuis le dernier mois. En fait, tu sais, leur premier véritable affrontement, c'était pas en Arabie. Non, c'est sûr, c'était pas en Arabie Saoudite. Il y avait pas de non, c'est elle a perdu sa ceinture à Money in the Bank. À Money in the Bank. Donc, ça fait essentiellement un mois. Tu sais, je trouvais que le build-up avant Money in the Bank était intéressant parce qu'il y avait justement une montée en intensité. Mais là, depuis, par exemple, il se passe plus rien. Ils font juste essentiellement se répéter les mêmes affaires. Ouais. Moi, j'ai de la classe. Toi, t'as pas de classe. J'ai trouvé que la promo cette semaine était quand même relativement intéressante. On a amené le background militaire. Ouais, c'est la première fois. On s'est sorti des petites peines un peu plus... Ouais, mais on va se le dire, là, Lacey Evans n'est pas prête à être là. Tu penses? Elle désapprend depuis qu'elle est à Raw. Ouais. Elle est au moins là, 3 ans avant d'être proche, d'être à la bonne étape dans le ring. Tu parles ça, là, de son travail dans le ring? Travail son dans travail le ring, de personnage? sa conscience de foule, sa façon de parler, sa façon de bouger dans le ring, elle n'a pas cette présence d'esprit-là. Donc, tu peux pas lui demander d'envoyer des gros doubles dans l'allée contre une Becky Lynch, que ça fait 15 ans qu'il fait ça. Elle va toujours mal paraître. Puis, elle n'a pas une béquille forte. Tu sais, comme Ronda Rousey, elle avait ces défauts-là, mais tu dis, ouais, mais c'est Ronda Rousey. Elle a une aura. Elle a un aura UFC. Elle est bigger than the game. Tu peux jouer là-dessus. Lacey Evans, elle n'a aucune béquille. C'est une lutteuse avec un bon potentiel que tu pitches dans le game. Puis c'est comme, ah ouais, il nage dans le creux. Mais là, présentement, elle nage pas dans le creux. Là. Elle avale des gorges d'eau, puis tu vois un chapeau dépasser. Là. C'est pas fair pour elle d'être là présentement. Il n'y a rien que j'aime. Là. Comme... À ce point-là. Non, c'est ça. Oui, il y a des petits tweaks, le fun. On parle de son passé militaire. Elle a le look. Elle a un peu de charisme, mais c'est tellement dilué dans des... Je veux pas dire des erreurs, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est dans un... Elle n'est pas au même niveau. C'est une pee-wee dans la Ligue nationale. Là. Fait que c'est comme... C'est plate, mais c'est ça. Je pense qu'elle est quand même avantagée par un bon personnage. Là. Si tu compares avec les autres personnages de la division féminine, c'est quand même un de ceux qui ressort. Cela dit, peut-être que, du moins, si je me fie à ce que j'ai vu jusqu'à présent de sa part, le travail dans le ring n'est pas tout à fait à la hauteur. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui nuit à Becky Lynch, qui a réussi à devenir quelqu'un de plus grande nature, mais ça n'a jamais été la meilleure lutteuse en tant que telle. Ses matchs sont généralement assez... banal ou banaux? Banal avec un S. Banal, ça n'existe pas. C'est des matchs relativement banals. Oui, et donc Lacey Evans, elle va faire un moonsault un moment donné. Je pense qu'elle est capable de faire quelques spots assez bien, mais pour construire un match du début à la fin avec Becky, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur pairing ensemble. T'sais, Becky, lorsqu'elle affronte Charlotte, oui, on a vu ce duel-là très, très, très souvent. Cela dit, Charlotte est clairement meilleure, elle, pour l'aider un match, raconter une histoire de façon cohérente. Et là, oui, autant dans les derniers mois avant WrestleMania, il n'y avait rien pour arrêter Becky Lynch. Là, j'ai l'impression qu'elle est en train de perdre son momentum, comme Kofi, comme pas mal tout le monde. Qui a du momentum présentement à la WWE? Personne. Je pense que les deux se disent Banal et Banal, je pense. Ah ouais? Ben écoute, merci. Merci pour ton input. C'est Guillaume Seguin qui essaie d'être utile. On donnera la mission à Lacey Evans de trouver la correction, mais qu'elle aille rejoindre les Dana Brooke de ce monde. Elle n'aurait absolument rien faire dans l'oubli. 6 mois. Si j'y donne 6 mois. Cette rivalité-là finie. Ils vont lui donner une autre pseudo-rivalité pour essayer de se donner de la visibilité. Puis ils vont comme faire « Ouais, ça marche vraiment pas. » Puis ça va être Dana Brooke 2. Puis c'est plate. Dana Brooke, je l'aime. Mais Dana Brooke aussi était pas prête. Elle s'est fait pitcher dans le tas. Puis tout ce qu'elle savait faire, c'est une split puis 3 roulades. Ben, c'est ça qu'elle fait encore. Une split puis 3 roulades. Pourtant, il me semble qu'il y avait les rumeurs, justement, autour du dernier WrestleMania que l'année prochaine, c'était quasiment annoncé d'avance que Becky contre Lacey Evans, ça allait être le gros match. Elle a un potentiel monstrueux. Elle est juste pas prête. Elle n'est pas là encore. Donne-y 5 ans. Donne-y le temps d'être prête.
Peut-être qu'on pourrait commencer à la faire marcher sur le ring une fois par semaine pendant 6 mois. Peut-être que ça l'aiderait, ça gagne en confiance. Ouais, je pense que ça nous construirait un amour, hein, la petite toune, là, que je pense toujours que c'est une pub qui part. Là. Ton cadran. Hey boy. Bref, je m'en fous de ce qu'on va dire. Messieurs, je sais pas si vous êtes excités. Non. WrestleMania rematch entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Wouhou! Ouais. Ça va être le fun. C'est ça. De un, c'est qu'on a déjà vu ce match-là, puis même à WrestleMania, si je me souviens bien, durant le gala, j'avais l'impression que c'était le match pour lequel les fans étaient le moins investis. C'est le moment où la foule a cassé. C'est un bout de fatigue, là. C'était après Kofi, ça se peut-tu? Ouais. C'est le moment où tout le monde a fait comme OK, il reste encore comme 2h30 de tout ça. Ouais, c'est ça. Puis ça avait pas, la réaction avait pas été grande. J'ai un souvenir très flou. Je sais que Roman a gagné puis tout, là, mais de ce qu'ils ont fait dans le combat, là, c'est comme. Puis là, on est dans une situation en plus où Roman a gagné le premier affrontement à WrestleMania, si mes souvenirs sont clairs. Là, Roman vient de perdre contre Shane à The Show That Shall Not Be Named. À cause de Drew McIntyre. Fait que là, on va redonner un autre win à Roman sur Drew. Ben moi, j'aurais l'impression que tant qu'à y être, tu t'essaies de continuer dans le chemin qui a commencé à être tracé, puis tu donnes une autre victoire à Drew McIntyre pour essayer de lui donner de la crédibilité. Puis un troisième combat au pay-per-view de juillet. Ben, je sais peut-être, là, mais c'est que je pense qu'à la limite, Roman Reigns gagnerait d'être un petit peu vulnérable, ou même s'il perd de façon un peu illégitime, tu sais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on stand d'un lutteur contre Roman Reigns, c'est qu'il gagne systématiquement chacun de ses matchs. Là, ça devient difficile de s'investir, de craindre de ne pas être certain qu'il va gagner. Alors que là, s'il y a comme une espèce de petite slump dans son histoire, ben, je pense que ça pourrait l'aider à se reconstruire. Parce que, il y a déjà l'espèce de momentum qu'il avait accumulé en revenant, parce qu'il avait réussi à battre la maladie. Ça aussi disparu. Fait que je pense que ça pourrait l'aider. Ouais, puis il y avait il y a un certain moment là, autour de WrestleMania qu'on parlait de faire un Shane McMahon-Roman Reigns à SummerSlam. Okay, ouais. Si c'est encore sur la table, tu te dis, ben, faut que tu redescendes un peu Roman pour la remonter, puis il donne une raison de vouloir arracher la tête à Shane McMahon. Perdre contre Drew en serait une, puis whatever ce qu'ils font en juillet en serait une autre, puis après ça, tu aboutis le gros blow-off à SummerSlam où il le casse en deux, puis il l'envoie dans un broyeur à déchets. Ou genre, là, je sais pas. Puis il faut préparer le après Shane McMahon qui, idéalement, arriverait plus tôt que tard. Là, justement, peut-être qu'après SummerSlam, son espèce de push pourrait, on espère se croiser les doigts, pourrait se calmer un petit peu. Donc là, tu vas avoir besoin d'un autre méchant. Parce que tu oublies son futur règne de champion du monde. Ouais, non, c'est ça. Il faut qu'il batte Kofi. Puis Roman Reigns va le battre à SummerSlam pour le championnat du monde. Tout est dans tout. OK, tu penses qu'il battrait Kofi genre à Extreme Rules? Puis... Ouais, non. OK, peut-être. On verra. Pourquoi attendre un pay-per-view? Fais ça à Raw. Ben ouais, c'est ça. Ouais, ça pour la ceinture de SmackDown, effectivement. Dans la troisième heure de Raw. Faisons ça à Raw. Seth Rollins affronte Baron Corbin pour la ceinture universelle de Seth avec un special guest referee dont on ne connaît toujours pas l'identité. On a passé Raw complet à nous promettre que ça allait être annoncé ce soir, mais là, on voulait continuer cette gimmick-là. Fait que là, on va le savoir le soir du pay-per-view. Tu penses que ça va être Lashley? Ça va sûrement être une patate du genre. Là. Ça sera pas un retour ou un gros comeback, ça va être un méchant de service quelconque. Lequel, je sais pas, j'ai dit Lashley, ça peut être... Là, on s'entend qu'il n'y a aucune ceinture qui change de main. Fuck off, pas l'impression. Rien qui va se passer dans ce soir-là. Il y a toujours la carte, le wild card de Brock Lesnar qu'on sait pas. Éventuellement, ce cash-in-là peut arriver. Brock, on le reverra pas avant SummerSlam. Là. Il est parti prendre un break. Là. Ils l'ont enlevé des histoires. Là. Ils ont fait le tease du « je vais cacher in, puis je vais danser ». 3 fois, là, comme il cache là. Puis là, on n'entend plus parler. Il n'est plus là. Il n'y a plus de menace de Brock. C'est déjà fini. Là. Le seul point presque cool d'avoir Brock comme Money in the Bank, c'était cette espèce de menace-là qui pouvait popper n'importe quand. Pas entendu parler? N'avez-vous entendu parler, vous autres, de Brock Lesnar récemment? On a entendu parler cette semaine. Nous autres, on le sait parce qu'on a écouté Raw, mais pas toi. Mais il y a eu un problème de câble. J'ai dit Brock Lesnar, pas Paul Heyman. Ben, tu sais, c'est l'extension de... Quand j'ai dit Brock Lesnar, pas Paul Heyman. Que Paul Heyman a déjà fait 3 mois de promo sans qu'on voie la face à Brock Lesnar pour un WrestleMania. C'est vrai, ça risque Moi, j'ai dit Brock. Continuer dans cette direction-là. Oui, fait que... Mais non.
Je pense pas que ça va être à Stomping Grounds que ça va se passer pour Brock Lesnar. Mais non, fait que oui, mais style, non, mais parce que j'essayais de reprendre. C'est quoi la question déjà? Alors, Brock Lesnar n'apparaîtra pas à Stomping Grounds. J'avoue que j'aime bien l'utilisation des chaises, comme tu disais, du côté de Seth Rollins. Puis là, je me suis posé une question, puis là, je te l'ai vérifié dans justement l'ordre des prochains pay-per-view. Puis le prochain, au mois de juillet, c'est Extreme Rules. Donc, tu sais, normalement, si on garde en tête comment que la WWE prépare ses histoires. J'imagine que là, il va y avoir une espèce de finish pas trop clair. Puis il va y avoir encore Seth Baron 3. Là, on Seth l'attendait. Baron 3 avec des chaises. C'est pas l'année passée qu'il y a eu un genre de Extreme Rules où il y avait un match sans DQ dans toute la maudite carte? Peut-être que ce sera pas le cas cette année. Peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Mais bon, c'est ma belle naïveté. Donc je m'enorgueillis. C'est beau à voir. Kofi Kingston défend sa ceinture de SmackDown contre Dolph Ziggler dans une cage. C'est deux bons workers. Personne n'a vu le combat original sur Super Showdown. Fait que ça peut être intéressant. Ça risque deux gars qui vont essayer de... C'est juste que c'est difficile d'acheter Dolph Ziggler comme étant un contender sérieux. Là, quand il revient out of nowhere, puis qu'on sait que le futur de Dolph, c'est pas un champion du monde. Non, c'est correct. Regarde, tant qu'il nous donne un bon spectacle, je pense que même sans la surprise... Ça va être un bon match. Ça risque d'être un des bons matchs de la soirée. C'est ça, là. Regarde, on donne une chance au courant. La gimmick de Dolph est un peu étrange, mais regarde, c'est ça. Le match de la soirée, ça va être l'affrontement de Samoa Joe et Ricochet pour la ceinture des États-Unis, si on leur donne un peu de temps. Espérons qu'il y ait plus que 6 minutes. Puis Joe, justement, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un match dans lequel il y a suffisamment de temps pour briller. Puis check bien ça, là, Joe a eu des défaites quick contre Mysterio. Là, on arrive à un affrontement qu'on voudrait qu'il leur laisse du temps. Puis là, ils vont donner un stomp à Joe qui va brasser Ricochet. Puis, En plus, ça a l'air que Ricochet est un peu magané. La rigueur de Ross, McDown et tout ça, ça commence à lui peser dessus. Il était au... je pense que c'est Jericho qui a raconté ça sur son podcast cette semaine, que Ricochet l'a appelé comme « Hey, je peux-tu utiliser le Cold Breaker comme finisher? Parce que on le voit pas mal. Le 6-30 à tous les jours, là, ça commence à me faire mal dans le dos. Puis Jericho dit... Garde-toi, lâche-toi lousse. Fait que. Il y a le Judas Effect maintenant. Il n'y a plus besoin du Cold Breaker. C'est quoi, c'est Shane qui l'a volé, le Judas Effect? Là, il me semble, il donnait un spinning coup de coude d'en face. Je pense pas que Shane, lui, a appelé Jericho. Non, puis de toute façon, c'est même pas proche d'y ressembler. Fait que c'est quasiment une insulte. Mais bref, tout ça pour dire que le Ricochet, aussi spectaculaire soit-il, là, il faut qu'il trouve un ballon entre tout donner chaque soir puis se réserver une fois de temps en temps. Puis le 6-30 va peut-être faire partie du... on le verra plus à tous les matchs. Là. Ça commence à peser sur son corps. J'avoue, Ricochet sort d'un espèce de mini-programme de 2-3 semaines avec Cesaro dans lequel ils se sont justement poussés au bout de leur inventivité puis des prouesses athlétiques. Donc, oui, pour le spectateur, c'est spectaculaire. On en voudrait plus, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même si on se dit hey, ces gars-là, c'est des machines, ben c'est pas des machines, c'est des êtres humains. Cesaro, c'est une machine. Là, mais j'avoue, il a comme pris en plus Braun Strowman ses épaules cette semaine. Je pensais à ça cette semaine. Ce que je trouve plate de Cesaro, c'est qu'il y a le charisme d'une table. Mais mettons PCO prend sa retraite puis que Destros cherche de quoi faire. Là. Cesaro is not human. Là. Il y a quelque chose. C'est un monstre. Il n'y a pas de crise de bon sens. C'est un cyborg. Dans le ring, il est hallucinant. C'est triste à quel point, justement, des gars comme Cesaro, des gars comme Ricochet vont tout donner dans le ring pendant Raw, vont faire des fois des longs combats, des excellents combats qu'on ne regarde pas / ne remarque pas vraiment parce que c'est au travers de parce que c'est long, Raw, c'est pénible, c'est pas nécessairement intéressant. Fait que c'est un peu... c'est pas rendre service. La qualité générale du produit, c'est chiant un peu pour ces gars-là qui se tuent à l'ouvrage à essayer de donner des bons combats. C'est le backbone de l'émission, mais c'est pas eux autres qui sont en vedette. C'est un des reproches qu'on faisait way back dans le temps de Nitro. Tu as eu la bonne époque NWO, mais quand ça commençait à être la mauvaise époque NWO, le backbone de Nitro, c'était les Cruiserweight, c'était la gang à Jericho, à Benoit et tout ça. Puis c'était eux qu'on pitchait dans la première demi-heure de l'émission, puis après on les voyait plus pantoute. Puis là, la dernière heure avec le monde en vedette, c'était Ric Flair déjà vieux, c'était Hogan qui faisait plus rien, c'était les 75 membres de la NWO. Puis là, t'étais comme, fait que j'aime ça,
Nitro, mais j'aime pas ça tant que ça, Nitro, mais il y a Mysterio contre Juventud Guerrera dans le premier 10 minutes qui se casse la gueule avec des Hurricane Rana du 3e corps dehors, c'est tablier, pis t'es comme, là, je veux voir ça, mais je veux pas voir Horace Hogan, spray painté, Scott Norton. C'est comme, mais là, on est un peu là, à Raw, c'est comme, hey, je veux voir Cesaro contre Ricochet. Excellente référence. Pourquoi je me souviens de... Ah, c'est que j'ai eu ma tête des fois. Pourquoi je me souviens d'Horace Hogan dans ma vie de tous les jours? Horace Hogan. Ouais. C'est-tu un autre gimmick d'Hulk Hogan ou c'est un Non, autre gars? c'était... Il n'y a aucun espèce de lien avec Hogan, mais je pense qu'il était présenté comme son cousin ou beau-frère ou whatever. Il avait un motard avec une barbe puis des cheveux longs puis un coat NWO. Là, vraiment un sous-produit. Là. Mais c'était ça. Pourquoi? Ah, t'es quoi? Bref, c'est ça, Raw. C'est ça, Raw. The New Day... Juste pour revenir à ce match-là, tu sais... oui. J'espère que Samoa Joe va garder sa ceinture, surtout si tu dis que Ricochet est un peu éclopé, parce que s'il y a bien quelqu'un qui mérite d'avoir un règne un peu dominant, c'est lui. Puis là, tu sais, il a comme retrouvé sa ceinture parce que, genre, Rey Mysterio lui a redonné relinquish, mais à lui, c'est comme une espèce de situation un petit peu bizarre. Pourtant, on sait qu'il peut être intimidant, mais là, il n'a pas l'air intimidant ces temps-ci. Donc, s'il vous plaît, Joe, donnez-lui sa chance. Les deux autres membres de The New Day, Big E et Xavier Woods, affrontent No Boys, Kevin Owens et Sami Zayn dans un match par équipe. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Pas d'enjeu, mais regarde, ça va être le fun. Puis peut-être, si on peut continuer de cimenter Kevin Owens et Sami Zayn comme une équipe, peut-être que c'est un rôle dans lequel ils pourraient s'épanouir un petit peu mieux. Quoique, ils perdent systématiquement, mais ils sont aussi systématiquement dans le main event. Main event à Raw cette semaine, main event à SmackDown. Ouais. Donc, on s'est déjà posé la question, mais qu'est-ce qui vaut le plus? Des victoires systématiques ou de l'exposure? Là, ils ont des défaites systématiques, mais ils sont à l'avant-plan. Présentement, c'est des jobbers de luxe, mais t'en as besoin de jobbers. Mais là, j'ai une question de quiz pour vous autres. Est-ce que vous vous souvenez qui sont les champions par équipe de SmackDown? Oui, parce qu'après ça, ils vont affronter... Oui, c'est Daniel Bryan. C'est ça? Daniel Bryan. On a un combat par équipe, pas d'enjeu, mais le build-up de la division par équipe est comme... effi un peu. Ils vont affronter Heavy Machinery pour les titres Stomping Ground. Pre-carte, là. Pre-carte. En pre-carte? Pre-carte? Je sais pas si les ceintures en carton, il y a quelque chose va être en jeu. Pour l'instant, c'est pas annoncé si ça va être en pré-carte ou pas. Là. Bref, c'est un petit mini-quiz comme ça, parce que on a montant de Daniel Bryan que d'habitude, mais il était à Raw en solo contre Seth Rollins. Puis c'est ça, les build-up des divisions par équipe, on sait ce que ça donne. Là. J'ai un problème avec ça, moi. Daniel Bryan qui prend un pin à Raw contre Seth Rollins. Pourquoi c'est pas un high-profile match? Pourquoi c'est pas un main event de SummerSlam, ça? Pourquoi c'est pas... Parce que les codes d'écoute à la télé, c'est important. C'est un argument de marde, mais c'est le seul argument présentement. Ils veulent mettre du bon stock à la télé pour que le monde regarde la télé. Mais c'était même pas du si bon stock. Le match a duré quoi? 11 minutes à peu près? Les premières 7 minutes, là, ça a été genre une espèce de faux finish DQ avec comme le vestiaire qui se vide puis tout le monde se tapoche sur le ring puis on repart à nouveau. Puis en bout de ligne, ça n'a pas du tout été un match mémorable. Puis en plus, quand on joue la carte de Seth Rollins n'a jamais battu Daniel Bryan, ben si t'es pour le faire le battre, ben arrange-toi, comme vous disiez, pour que ça soit qu'il y ait un enjeu en bout de ligne. Là, on veut juste... Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec ça? Je sais pas, Seth Rollins n'avait pas besoin de ça pour avoir l'air d'un champion crédible. Ça fait juste décrédibiliser un peu Daniel Bryan dans son rôle de champion par équipe. Donc non, c'est une assez mauvaise décision. Non, il y y avait 1000 façons de s'en sortir en plus. Là, no finish, un DQ. Tu n'es pas obligé de faire un finish clean à Raw, à la télé. Alors que ça sert à ça, ta télé, c'est construire des affaires, puis il y a des magouilles à la lutte, puis il y a des détours, puis il aurait pu juste abandonner mid-match, whatever. Mais tu sais, une autre question que je me posais, on est dans le bout là, où les règnes de champions sont un peu déprimants, puis on dirait qu'il y a une récurrence. Là. AJ Styles, à pareille date l'année passée, son règne de champion était d'une banalité sans nom. Il était prisonnier de Nakamura. Et là, Seth Rollins, c'est un cadeau empoisonné, là, son Beast Slayer de WrestleMania. Oui, il est champion, il paraît bien, il est au milieu de l'émission, mais comme AJ Styles était au milieu de SmackDown, mais est-ce qu'on se souvient de quelque chose du règne d'AJ Styles, à part qu'il y a eu 400 combats contre Nakamura? Moi, je pense pas qu'on est là encore pour Seth. Là. Je pense que Seth est encore hot, puis
J'espère aussi, mais on flirte avec ça, là, parce qu'on était à 2 combats contre Baron Corbin, d'être dans une très très longue série. Ça en parlera d'une couple de mois. AJ Styles, c'était surtout un manque un peu de personnalité là, qui faisait en sorte qu'il n'était pas mémorable, mais il a quand même fait des bons matchs, là, me semble. J'ose espérer qu'il a fait des bons matchs. Mais on était dans une fatigue. Nakamura Ouais. c'était jamais des mauvais matchs. C'est juste que à la 15e fois, à un moment donné, j'en ai ma soupe, là, des low blows puis tout ça. Puis il n'y avait aucune fois aussi où ils nous avaient jetés à terre comme on les avait vus le faire non, c'est ça. à d'autres endroits qu'on nommera puis, pas. Tu dis un manque de personnalité des J Styles. Seth Rollins, là, c'est pas l'affaire la plus charismatique de l'histoire de l'humanité non plus. Là. C'est je veux de l'énergie, je fais des grosses souplesses puis burn it down. Là. Lui aussi, son personnage est très fragile et dépendant de contre qui il y a une rivalité. Fait que là, si tu le sors de Corbin pour l'envoyer d'impact à Lashley, puis après ça d'impact à Shane McMahon, à boire, là, ça va être long. Là. Donc, c'est pas lui qui. Moi, je l'aime beaucoup, Seth Rollins. C'est pas un knock contre Seth Rollins, mais il a besoin d'un bon partenaire de danse. C'est pas lui qui va mener le show non plus. Donc, on est là. Juste revenir sur Daniel Bryan, en plus, on sait que ce pay-per-view-là a de la difficulté à vendre des billets. C'est certain que les têtes dirigeantes de la WWE sont conscientes de ce problème de guichet-là depuis quelques semaines au moins. On est à Tacoma, c'est le terrain de jeu de Daniel Bryan. Ça pourrait être une stratégie pour essayer de gonfler l'intérêt, de mettre Daniel Bryan un peu plus au cœur des histoires, le mettre à l'avant-plan. Finalement, on fait juste l'enterrer une semaine avant. Fait que là, il se tire dans le pied, c'est la compagnie. De toute façon, tu veux pas qu'il soit face. C'est un méchant. Ouais, je sais, mais... C'est le champion de la Terre. Mais je sais pas, il y a moyen quand même, si t'es méchant, de faire en sorte qu'on était investi dans son histoire. Là, je veux dire, n'oublions pas qu'il y a 3 mois à peu près, Daniel Bryan, c'était genre toute la il réussissait à lui-même à sauver l'entièreté quasiment du produit de la WWE. Son règne de champion était fantastique. Puis là, on a voulu faire un gros moment avec Kofi, ça a fonctionné, mais là, on est à l'étape où là, c'est le règne de Kofi qui est plate. Puis, il n'y avait pas de après. C'était comme on a un climax, puis c'est ça. Puis là, le dernier match sur la carte, c'est le meilleur combat que personne ne va carry absolument. C'est l'affrontement de Tony Nese, Akira Tozawa et Drew Gulak pour la ceinture Cruiserweight. Ça va être un super bon combat que personne va regarder ou en tout cas vraiment se concentrer. Seule chose que j'ai à dire sur ça, Drew Gulak, comme moi, a bien fait pousser sa barbe. Donc bravo. Ah oui, pas pire. Ça paraît les vacances, ça? Excellent, on tombe dans une forêt. Je travaille sur ça depuis... L'âge aussi paraît un peu. C'est ça me rend distingué. Ça rend nature et distingué, exactement. On a parlé tantôt de Ricochet qui est un peu banged up. Il y en a un qui est pas mal plus banged up que lui, c'est Lars Sullivan, parce que là, apparemment, il va disparaître pour peut-être de 6 à 8 mois. Hi Lars, ça a été le fun. Donc au final, le Lucha House Party a gagné sa rivalité contre Lars Sullivan. C'est ça qui aurait cru. C'est des killers. C'est David et Goliath. C'est David le petit. David a gagné. On va les pusher to the moon. J'imagine que c'est dans un match avec eux justement qui s'est blessé. Je sais pas si c'était justement à Super Showdown ou je sais pas dans quel contexte. Super Showdown. Mais je sais pas dans quel contexte exactement. C'est plate. On va jamais se réjouir de blessures, mais on dirait que Lars Sullivan ça allait un peu nulle part. Peut-être qu'il va retourner sur la planche à dessin. Ouais, ça va être une belle occasion de faire un petit reset parce que les débuts de Lars Sullivan, c'était pas l'affaire la plus excitante au monde. Regarde, des monstres, ça a toujours une utilité, des monstres dans un écosystème de lutte. Ramène-les peut-être un peu mieux la prochaine fois. C'est ça. Mais, je sais pas. Il réussit pas à avoir de hit. On va faire un petit tour du côté de nos amis de All Elite. C'était la vente de billets pour All Out, qui va être un peu le premier événement. Double or Nothing a été le premier gros événement là, officiel de All Elite. Là, All Out devrait partir réellement la vraie saison de All Elite. La ceinture champion de champion va être en jeu dans l'affrontement entre Chris Jericho et Hangman Page. On a déjà aussi annoncé Moxley contre Omega. Que oui. Et là, les billets sont partis en 15 minutes. C'est encore une fois assez spectaculaire. C'est une vraie farce. Ils ont exactement la même bâtisse que All In l'année passée, là, le Sears Convention Center, je pense à Chicago. Sears quelque chose Center, en banlieue de Chicago. Selon des estimations, pronostics ou des analystes de chiffres, il y a eu au-dessus de 100 000 demandes pour les billets. De gens qui ont essayé de se loguer. Ouais, c'est ça. Donc, Moi, j'ai vu 72 000. 72 000, bon, tu vois-tu, ça variait. Mais, tu sais, là, c'est quoi? C'est une capacité de 11-12 000. Tu te dis que j'aurais pu
sais, au lieu d'être en banlieue de Chicago, j'aurais peut-être pu être au United Center, je crois que c'est là, en tout cas, où les Blackhawks et les Bulls jouent, qui est un amphithéâtre là, pleine capacité, donc autour de 18-20 000 en configuration lutte. Probablement que ça te sonne la cloche que ça n'aurait pas été irréaliste de louer cette plus grosse salle-là. Donc ça, là, ce que ça veut dire, c'est que là, All Out arrive, ils n'ont toujours pas de télévision. Ça, c'est fabuleux. Ils vendent des billets à un rythme incroyable. Donc là, tu as un public super attentif. Tu sais qu'ils vont être super réactifs sur les médias sociaux parce que la demande est là. Et là, ils vont sûrement arriver avec l'annonce du « On est à TNT, 8 octobre, 20h. Toutes des dates fictives, by the way, je ne suis pas dans ce cas du tout. Tony Khan a dit que ça allait être à heure de grande écoute, 2 heures sur TNT, mais il ne voulait pas révéler quelle journée encore. Il était de passage, je crois que c'est à Steve Austin à son podcast. Donc, tu sais, on reste toujours dans le nébuleux, puis c'est correct. Là, ils se gardent du jeu. Et ils se gardent du jeu aussi à All Out. Ils vont confirmer qu'il va y avoir une nouvelle ceinture, probablement une ceinture féminine pour la télévision. Il va y avoir un tournoi par équipe aussi à la télévision. Donc, tu sais, All Out, oui, est un pay-per-view, mais comme Frank disait, c'est le début de l'automne, c'est la fête du travail, puis c'est comme une nouvelle saison en télévision. Là, puis je pense que les autres, ils vont se mettre le pied dedans pour de vrai. Je leur souhaite d'être prêts le plus tôt possible. Parce que s'ils sont capables d'entrer en onde, justement, en octobre, t'es pas trop loin du début de la saison, puis toutes les nouveautés, fait que t'embarques dans la loupe de promo. T'es plus une espèce de parenthèse autour. Tu es vraiment dans la loupe de il y a un nouveau show de police, puis toutes ces affaires-là. Il y a un nouveau show de police? Oui, tu vas avoir un nouveau show d'avocat, puis un nouveau show de médecin? Tout le temps. Il y en a un que c'est un médecin, mais qui est avocat, puis qu'il y a comme un pouvoir de déduction aussi comme qui un permet de faire des enquêtes. Il fait ça avec des double de personnalité aussi. La nuit, c'est un criminel, puis le jour, il est avocat. Bref. J'ai vu les promos d'un show qui s'appelle, excusez, faites comme si on n'était pas là. Je pense que ça joue à CTV, ça s'appelle The Good Doctor, je pense. Le gars est dit. Bon, ça a l'air terrible. Ça a l'air épouvantable. Mais tu sais, ça a l'air comme AR était dans le temps, le grosse série rassembleuse d'hôpital. Il y a du monde qui meurt, puis des fractures ouvertes. Puis lui, il est comme, j'ai pas de sentiment. Fait que tu peux lui couper sa jambe, il va survivre. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air horrible. Mais ça pogne au bout, là. C'est un des gros shows. S'ils font autant de shows d'hôpital. C'est Fox ou NBC aux États-Unis, je sais pas, c'est un gros show de network, là. C'est comme, OK, c'est ça votre proposition. Allô, on est de retour à la lutte. Les Young Bucks sont allés perdre les titres de Triple A contre les Lucha Bros au gros gala. De Triple A. Tu dis Triple A, une chose qui m'avait frappé en écoutant, pas All Out, Double or Nothing, c'est l'annonceur, qui est un ancien annonceur. Non, mais l'annonceur de ring, un ancien annonceur de la WWE. C'est pas Justin Roberts. Je pense que c'est ça, oui. Mais en tout cas, il disait Triple A. Oui. Fait que je pense qu'on devrait adopter cette prononciation-là. Non, puis c'est ça, j'avais comme. J'ai eu le réflexe de vous le partager sur Twitch, sur ma page Facebook. C'était un peu dernière minute, là. J'ai comme pas pensé d'avance. Mais oui, AAA diffuse les événements en direct sur Twitch et les diffuse en anglais ou en espagnol. Et je comprends fuck all l'espagnol, à part 2-3 mots, mais l'annonceur maison de la AAA en espagnol, là, c'est un mix entre Jim Ross et Mauro Ranallo. Là, il est over the top. Ça ajoute quelque chose. C'est clair. Oui, c'est du langage universel. J'ai pas besoin vraiment de me faire comme une rivalité en plus, comme les Lucha Bros puis les Young Bucks qu'on les connaît. J'ai pas tant besoin de me le faire expliquer. Les autres matchs, oui, ça m'aide beaucoup d'avoir les anglophones qui m'expliquent c'est qui lui, pourquoi le fait qu'il perde son masque, c'est un big deal puis tout ça. Mais si vous avez la chance de tomber sur les commentateurs espagnols de la AAA, c'est vraiment le fun. Puis ce combat-là, il est pas si différent que ça de celui de Double or Nothing, sauf que Pentagon a perdu son masque. Ils ont joué sur cette carte-là où les Young Bucks sont vraiment des méchants au Mexique. Ils ont enlevé le masque à Pentagon. Pentagon a été obligé comme d'arrêter, remettre son masque. Puis c'était une tentative de faire une distraction pour faire le pin à Phoenix. Puis là, finalement, le momentum a viré. Pentagon avait son masque et est revenu. Mais ça, au Mexique, c'était un gros non. C'est vraiment un move de Rudo. C'est les méchants au Mexique. Donc, enlever le masque, ça se fait pas. Donc, c'est mais il n'a pas perdu son masque pour toujours. Là, non, c'est vraiment une tactique de méchant on fait un move, je t'enlève le masque, puis là, tu es obligé de te cacher. Fait que c'est cool que les Bucks osent se positionner comme des vrais méchants. Là. Y a pas, Ce serait comme t'enlever ton cardigan pendant l'année. Ça se fait pas. Là. Tu peux même pas en parler. Ça se fait pas. Il y a une ligne à ne pas franchir. Ou enlever la gaine à Kelly.
Ouais, ça prend plusieurs personnes. 2 gaines, des fois, une par-dessus l'autre. Il nous raconte des anecdotes comme quoi ce sont 2 pour l'aider à mettre en tout cas. Bref, on parle pas des gaines à Kelly, là. Mais tu sais, t'as des images de cartoon qu'il faut que tu tires avec tes pieds et une crowbar, là. C'est proche de la réalité. C'est même pas de l'exagération. Wow. Il y a une autre chose qu'il faut qu'on discute. Là, la All Elite n'a pas donné à la New Japan la permission, n'a pas donné à Jon Moxley la permission de lutter dans les shows du G1 de New Japan américain. Parce que là, c'est ça. L'horaire est sorti pour tout le tournoi. Il y a un gros show à Dallas qui est en fait le soir d'ouverture du G1. Et là, on est obligé de mettre Moxley dans l'autre bloc parce qu'ils n'ont pas donné la permission. Ça nous refait revenir sur cette fameuse relation de travail-là. Hein? Moi, j'ai l'impression... On parle beaucoup de là... Je pense que c'est pas Ring of Honor tant que ça qui est le problème présentement. Si c'était juste ça, on s'entend que je pense que la New Japan sont prêtes à se débarrasser de Ring of Honor puis à s'en aller avec All Elite. Le problème est du côté mexicain. C'est du côté de la CMLL et de AAA parce que le New Japan et CMLL ont une grosse relation de travail. Là, AAA et All Elite sont un peu partenaires et CMLL et AAA, c'est le feu et l'eau. C'est le feu et l'eau, hein, Stéphane? Donc, tu sais, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est ça qui arrive, c'est parce que CMLL travaille aussi avec la ROH par la force des choses. Là, un lutteur comme Rouge, par exemple, lutte encore au Mexique. Ça nous prendrait un billboard derrière avec genre des pins et des petites cordes là, pour comme expliquer tout. Là. Ben, regarde, je vais faire le parallèle très rapidement. Là. La CMLL et la AAA au Mexique, c'est Bell et Québécois au Québec. Ces 2 gros rivaux, ils ont une histoire derrière et les fans de un sont pas forcément fans de l'autre non plus. Fait que c'est assez hermétique entre les 2 fédérations. Donc là, le fait que All Elite travaille avec la AAA fait dire que ben là, les gars de la CMLL sont pas contents. Puis historiquement, New Japan, pourquoi il y a un partenariat avec la CMLL, on en a parlé un peu la semaine passée. Les Young Lions, quand ils sont en préparation à la New Japan, ils se font envoyer en expédition. Donc, souvent, ils vont aller travailler à la CMLL 6 mois, 1 an, juste pogne du ring. Fait beaucoup de combats. Naito, c'est ça qu'il avait fait. Naito, c'est ça qu'il avait fait. C'est là qu'il a trouvé les ingouvernables. Mais il y en a plein d'autres. Et ils veulent pas perdre ce partenariat-là avec la CMLL. C'est pas le temps d'aller faire des shows de New Japan au Mexique. C'est vraiment plus une relation de travail. Tu as Dragon Lee, qui jusqu'à tout récemment était champion des Super Juniors. Donc, c'est vraiment plus compliqué qu'on pense. Puis il y a une question de cash, mais je pense que si vous fréquentez le milieu de la lutte de près ou de loin, vous le savez qu'il y a des égos là, gros comme l'univers là-dedans. Puis des fois, c'est pas tant l'argent du « Voyons, si on est les 2 à la même place, on fait un gros show, tout le monde a de l'argent. » Mais c'est plus de « Ouais, non, mais c'est moi qui veux le faire, puis pas lui. » Mais ça, c'est pas surprenant. C'est comme ça au Québec, c'est comme ça à Montréal. Il y a 40 fédérations parce qu'il y a 40 gars qui disent « Moi, je connais ça, puis c'est moi qui décide, c'est moi qui book, puis c'est moi qui... Fait que là, on est là-dedans, puis la AEW a fait le choix d'être avec AAA, puis là, ça fait des frictions. Et c'est non, parce que là, New Japan a un deal de télédiffusion aux États-Unis avec Access. Et là, ils ont décidé de mettre le bloc A. Presque toutes les soirées du bloc A du G1 vont être à Access. Mais Jon Moxley n'est pas dans le bloc A. Donc, oui, ils vont avoir des excellents combats, mais Jon Moxley, qui aurait été un super de bon vendeur aux États-Unis, ne sera pas du tout à la télé américaine, sauf pour la finale. C'est ça. Du bloc B, qui est la seule soirée télévisée sur Access où Jon Moxley va être actif. D'ailleurs, on va en parler un peu parce que là, le bloc A, ils l'ont assez solidement boosté. Là, Okada, Tanahashi, Ibushi, Kenta, Ospreay. Puis là, bon, regarde, Zack Sabre Jr., Sanada, Evil, Bad Luck Fale, puis Lance Archer. Fait que, on s'entend, là, ça, c'est tout qu'un. Oh, tu sais là-dedans qui prend toutes les défaites, là, mais il y a beaucoup de gars qui vont finir avec des fiches de pas loin de 500. Là, fait qu'il y a bien des combats. Sanada et Evil, c'est toujours des gars justement autour de 500. Sanada a tout le temps des petits pushs au J1. Je suis très surpris qu'Ospreay soit dans le même bracket que tout ce monde-là. Je pensais qu'elle allait être un des finalistes. Parce que du côté du bloc B, on s'entend, les gros noms, c'est Naito, Jay White puis Jon Moxley.
Pas mal, Juice Robinson un peu. Ouais, mais c'est pas. Juice il est n'aura pas de finale de J1. C'est ça, il est pas dans ces potentiels finalistes-là. T'as Takagi qui va peut-être avoir un bon run, mais pas final. Mais pas final. Il y a 3 gars qui peuvent faire la finale, Naito, White puis Moxley, même si je pense pas du tout qu'on va voir Moxley là. Tandis que du côté du A-Block, il y a facilement. Il y a au moins 5 gars là, qui peuvent faire la finale. Le A-Block commence avec Okada Tanahashi à Texas. Et la dernière soirée du A-Block, c'est Ibushi contre Okada. Donc, on pourrait présumer que les deux vont être soit égales, soit en position de un, il faut qu'ils battent l'autre pour le dépasser, ou généralement, ils s'arrangent pour que le dernier combat d'un bloc a une importance significative. Dernier combat du bloc B, Naito White. C'est probablement, tandis qu'ils ont mis dans la dernière soirée Moxley contre Juice. Fait que probablement que ça va aussi nous permettre d'aller setter. Parce que j'ai pas l'impression que Moxley va garder la ceinture. Non, Juice pourrait le battre là, puis aller la rechercher ça bien longtemps. Plus tard, là. Surtout s'il peut pas travailler aux États-Unis pour New Japan. Non, il y a des ceintures en jeu dans le tournoi. Non, les titres sont pas en jeu, mais les champions sont dans le tournoi. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que si tu bats le champion dans le tournoi, tu as un title shot pas longtemps après. Puis il l'utilise vraiment beaucoup. Okada, il sera pas undefeated dans ce tournoi-là. Donc, il va en perdre 2, mettons. Ben là, tu as 2 aspirants pour l'automne avant le gros spectacle de l'automne. Puis après ça, tu es en route. Même chose pour le Best of Super Junior. Ospreay a gagné le tournoi, mais il n'avait perdu un contre Robbie Eagle. Tout de suite, en finissant le tournoi, je challenge Robbie Eagle pour le titre. Pif paf. C'est bien pensé. C'est de la construction à très long terme. Le G1 dure 1 mois. Donc, tu as beaucoup de luttes. Puis, le fait que c'est un tournoi, il n'y a pas de combat qui compte pas. OK, la dernière semaine, là, tu vas avoir un Bad Luck Fale contre Evil, que les deux ne seront pas qualifiés, mais ils vont quand même essayer de construire quelque chose. Donc, c'est ça, du 6 juillet au 12 août, c'est toujours très intéressant. Ça vaut la peine de s'inscrire au service de New Japan si vous êtes intéressé. Si vous cherchez une raison, là, prendre le mois d'abonnement, c'est le bon moment. Tous les gars-là, ils ont une traque anglaise. Faites attention, par exemple. Les abonnements de New Japan sont vraiment au début du... Si tu t'abonnes le 28... tu vas payer le mois complet du 28 jusqu'au 1er. Fait qu'attendez au 1er juillet si vous voulez vous inscrire pour le G1. Okay. Un excellent détail. C'est important parce que... C'est une dépense inutile, là, mais si vous voulez pas écouter New Japan tu peux pas avoir la frustration si ton but c'est d'inscrire pour un mois, c'est pas... Quand je m'inscris, j'ai 30 jours. Là, tu payes pour le mois dans lequel tu es. Mais nous, les gens ont de l'argent de lousse parce qu'ils sont des abonnés du WWE Network. Peut-être, effectivement. Mais ça tombe bien en plus que... ça tombe bien. On est un peu down sur WWE, Stomping Ground, mais puis après ça, Extreme Rules, on s'excitera pas avec ça. Mais là, tu as le G1 qui s'en vient. Le Fighter Fest de All Elite, c'est à la fin du mois de juin. Ça va être gratuit. Tu as un pay-per-view de la ROH qui s'en vient à la fin du mois de juin. Donc, si tu veux écouter de la lutte ailleurs, il y en a des alternatives puis des bonnes alternatives. Puis on espérera que du côté de la WWE, autour de SummerSlam, peut-être que le produit aura... Ne serait-ce que pour l'entrée à Fox. C'est ça, va être l'automne arrive. L'entrée à Fox arrive. On va espérer que ça va jouer, que ça va créer quelque chose. Même si là, j'ai l'impression que cette entrée à Fox-là est... Qui a mené vers la wildcard. C'est bien dur. Wildcard. Ce qui fait que la fin du brand split. C'est correct, ça? Donc, ça a créé des problèmes. Donc, on verra bien. C'est 4 personnes qui sont censées traverser pendant le wildcard. Pas plus, lundi, pas moins. 13 de SmackDown. C'est ça. Dernière chose que je veux qu'on discute. Gros gala de la IWS en fin de semaine, samedi. On vous invite à être là au Unity. Il y a une couple de combats qui risquent d'être à pas piquer des verres. Ouais, ben là, ils aboutissent un peu leur rivalité. C'est comme la fin de la saison, parce qu'après ça, c'est Heavy Mania qui est complètement d'autre chose. Là, TDT contre la Fraternity, notamment, ça fait 6 mois que ça se tourne autour. Puis là, il faut couronner les champions par équipe. C'est là que ça se passe. Au MTLUS, il n'y a pas eu de champion. C'était une danse à 3. Donc, Fraternity, TDT, les titres sont vacants au plus fort la poche. Sans moi, ça va voler le show, ce combat-là. Des bonnes chances. Sinon, c'est quoi? C'est Mike Bailey contre Benjamin Toll. Ça va être une grosse défense pour Toll. J'ai hâte de voir s'il va être capable de passer au travers de cet énorme test-là qui est Speedball Bailey, un des meilleurs lutteurs. Hey, je parle, peux-tu me coter, Calis? Tu sais, il est beaucoup au Québec en plus. Peut-être qu'on ait un moment pour le call-out dans l'émission. À date, tu faisais une bonne job. Là, non, c'est gain. Il en repart. J'ai toujours dit qu'il était sur la pente descendante. Il découpe avec ses coudes pour ça. C'est ça, c'est parce qu'il dort en arrière.
Bref, t'as le Speedball. Speedball, il est tout le temps au Québec de ce temps-là, c'est cool. Ouais. Fait que si vous voulez le pogner, c'est une autre bonne occasion. Il n'a jamais été champion AWS, Speedball. Pas à ma connaissance. Oui, le go de nous poser des questions de même live on the air, qu'on n'a pas la réponse, puis qu'on a la Vous êtes des encyclopédies. J'aurais tendance à dire que non, mais je ne mettrais pas ma main à couper là-dessus. Ouais. Là. Puis sinon. Tu mettras pas ta main à couper là-dessus. Ben, celui, là, je pourrais couper ma main, celui, faire une job salissante. Bref, puis Sabu va être là pour les nostalgiques contre Sexy Eddie. Fait que ça va être pas propre, plein de sang, puis des punaises, puis des chaises. Attendez-vous pas à quelque chose de propre. Eddie, ça va être violent. Et il va être violent. Puis c'est ça. C'est Unity, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean. Ça n'a pas beaucoup de raisons pour pas aller là. C'est férié pour tout le monde. Vous êtes à Montréal. Là. Les routes sont dégueulasses. Ouais, anyway, vous voulez pas sortir de l'île. Il y avait un article à matin qui disait que c'est quand juste 2 semaines de calvaire avant le nouveau pont Samuel de Champlain. M'entorche du nouveau pont. Moi, je veux juste circuler dans ma ville. Mais bon. Mike Bailey était champion en 2014 pendant 1 an et demi, en fait. Non, mais quand même. Fait qu'on n'a rien dit, Mike Bailey, ancien champion de la AWS. Ouais. Il était champion il a perdu, si je me trompe pas, contre Black Dana. Il était champion avant qu'on commence à mettre la AWS à la TV. Ah, OK. Fait que on est juste arrivé plus sur le tard. Dans la période 2014-2015, c'était lui le champion à la AWS. Pas mal avant. On est rentré en ondes en 2017. Là. Ben, C'est un peu c'est avant. pas mal 2 ans. C'est ça. C'est pas quelques jours. On est arrivé à la fin du règne de Black Dynamite. C'est ça. Okay, ouais, c'est ça. Sexy Black Dynamite. Puis il y a eu la belle, tu sais, ça pendant quasiment 1 an, Black Dynamite. Ah, ben voilà. Bref, cours d'histoire de la AWS, ça va être le fun. Puis, c'est ça, au côté là, du Québec, ça ressemble à ça. C'est tranquille. On est en mode estival. Merveilleux. Il y a un autre événement pseudo, le Keb, mercredi prochain au Petit Medley, une espèce de soirée humour / lutte. Je sais qu'il y a Benjamin Toll, notamment, qui va participer. Urban Miles aussi. C'est comme les 2 lutteurs, en fait, qui vont faire du stand-up. Donc, on sort un peu de la zone de confort. Sinon, c'est Pierre-Luc Racine, je pense, de Trois-Bières, qui organise. C'est lui qui l'organise, qui l'anime. Ça, il écrit pour Balcourbe également en ce qui a trait à la lutte. Puis bon, c'est mon neighborhood, donc je risque peut-être d'aller faire un petit tour là-bas. Je vous en ferai si ça donne un très compte intéressant, rendu. oui, on vous encourage. Mike Patterson va être sur le show. C'est vrai. lui qui close le show, ça a l'air, puis moi, me fait mourir. Non, Mike Patterson, c'est une valeur sûre au micro. Sinon, ben, tu sais, on en a parlé au cours des dernières semaines. Je suis quand même dans une période d'écriture intense, ce qui fait en sorte que j'ai pas beaucoup de temps pour d'autres trucs culturels, mais j'ai ressenti dans les derniers jours quelque chose de culturel qui me manque vraiment. Puis c'est Civilization 6. On parle rarement de jeux vidéo. S'il y a bien une franchise de jeux vidéo qui m'a suivi toute ma vie, c'est les Civilisations. J'ai commencé à jouer aux Civilisations 2, là, je dirais, quand j'avais, mettons, 15-16 ans. Moi, j'ai joué au premier. Au premier, oui. Puis, vous êtes vieux. Ben, ça va être même âge. Puis là, en plus, le Civilization 6, là, j'ai hâte de... En fait, j'ai déjà joué au 6. J'ai perdu de nombreuses heures de ma vie à ça. Mais la dernière extension qui est sortie, tu peux jouer avec le Canada. Toi, t'es Wilfrid Laurier. Tu peux construire des patinoires. Tu peux avoir la GRC, les Mounties. J'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, voilà. Si vous avez fait le tour des jeux vidéo, parce qu'il y a des gens qui y jouent beaucoup, et vous cherchez quelque chose là, pour vous refermer sur vous-même comme un ermite, Civilisation 6 est votre meilleur pari. Mais c'est pas vrai non plus que t'as pas le temps de rien faire de culturel parce que on est en plein franco puis vous êtes allé voir un show cette semaine. C'est croisé au Vulgaire Machin mardi soir. C'est ça. En Dewar. Oui, Vulgaire Machin, excellente prestation. C'était assurément leur plus gros show à vie. Du moins, j'ai l'impression. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais tu sais, la place des festivals était tout à fait remplie. Le band était tête. La première partie, je pense. C'était pas tout à fait la première partie. C'était sur une autre scène. Il y avait comme clairement pas autant de gens pour les Mamantes aplaties que pour les Vulgaires Machins, mais comme, tu sais, si on a suivi un petit peu la scène punk québécoise, tu sais, dans les années 90-2000, je trouve que c'était le line-up parfait en quelque sorte parce que tu avais à la fois du punk un peu tout croche, cabotin, offert par les Mamantes aplaties en début de soirée, et tu avais le punk, tu sais, fait par un groupe en pleine possession de ses moyens, qui sont capables de faire des bonnes harmonies, qui musicalement sont têtes, ce qui n'est pas toujours le cas des Mamantes aplaties. C'est ça. Plus
indicateur aussi. Là. Je veux dire, on s'entend que les vulgaires machins, leurs meilleures années sont derrière eux, là, mais ils sont encore capables de répondre aux attentes. Et soulignons aussi Bruno Lamoureux, le chanteur des Mamans Aplaties, qui s'est ouvert visiblement la main pendant le show. Il y avait du sang partout sur sa guide, partout d'en face. T'sais, au début, j'avais pas compris d'où venait le sang. On voyait juste comme beaucoup de sang dans son front. Je me suis dit, ça y est, c'est un fan de lutte. Il s'est fait un blade job pendant son set pour essayer de créer de l'ambiance. En tout cas, c'était une excellente leçon de rock, comme seuls les Marmottes aplaties sont en mesure de nous en offrir. Ouais, puis ça continue sur les Franco. Fait que allez faire votre tour si vous n'avez rien à faire. Il y a plein de bonnes shows. Puis sinon, moi au cinéma, je vais aller me faire sacrer probablement. C'est le remake de Chucky qui sort. Puis ça, c'est un gros pan de mon enfance. Child's Play, là, c'est comme... Il est pas mal au milieu d'autant de mes traumatismes que de mes bons souvenirs. J'ai écouté ce film-là. Stéphane a une poupée Chucky, puis on a eu une coloc qui avait complètement interdit de l'afficher dans la maison. C'était comme, toi, tu me caches ça. Je veux pas voir Chucky dans la maison parce que je vais faire des cauchemars. Fait que je la sortais pour y faire peur des fois. Puis j'ai eu une ex aussi qui était terrorisée par cette chose-là. Fait que je faisais juste la mettre dans le lit, puis j'allais faire mes affaires. C'est pour ça que c'est ton ex. Fait que, bref, ça va être épouvantable. Je vais haïr ça, mais je vais quand même y aller, puis ça fait du bien des fois de hate-watcher des choses. Je vais leur repasser un petit détail aussi avec la soirée au Francophonie. Juste à la fin du show, il y a un fan du Petit Paquet qui est venu me rejoindre, Dom Roussel, qui s'appelle On le salue. Puis là, il est arrivé comme littéralement 4 secondes, 5 secondes après que tu sois parti. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est plate. T'as manqué Stéphane. Il dit, ben s'il avait été là, je l'aurais envoyé chier. Là, je suis comme, hey, si tous les fans du Petit Paquet pouvaient être comme toi, l'ordre dans le monde serait rétabli. Il y a des claques qui se perdent. Dom Roussel, là. Ouais, commence pas, toi. T'as dit quelque chose tantôt que je pense qui était faux. Tu sais, t'as comparé Tripoli et CMLL à Bell et à Québécois. Je pense pas que c'est vrai parce que je suis pas sûr de... Y a-tu vraiment... Je pense que c'est deux affaires qui se valent de manière équivalente au Mexique, ce qui n'est pas le cas de Bell et de Moi, Québécois. j'ai évité le jugement de valeur. Parce que Bell là. est mieux, parce qu'on vous encourage à aller écouter Le Petit Paquet sur iHeartRadio. On fait ça, là, c'est là qu'il faut que tu mettes le super, Guillaume. Parce que... moi, ça, tu l'as pas. Tim, il l'a, lui, le super. On est disponible sur iHeartRadio, sur toutes les plateformes. Continuez de nous écouter, puis on est content d'être là. On va continuer d'écouter de la lutte. Il n'y a pas de congé pour les fans de lutte. La semaine prochaine, on va faire un beau retour sur Stamping Grounds. On va être passionnés, le feu dans les yeux, la passion dans la voix. Ça va être merveilleux. Soyez là. Fait que c'est tout. Bye bye. Q générique, là.